On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'homme d'affaires et promoteur Guy Sanson, qui n'arrête jamais, encore une fois, plein de projets. Mais d'abord, faisons état de la situation de la COVID, principalement en Montérégie, avec la docteure Julie Lollier. Depuis mars 2020, on lui a parlé à quelques reprises, question de connaître un peu l'état de la situation. Oui, la COVID, on en parle dans les médias nationaux, mais même des fois, c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'état des lieux plus localement, surtout, entre autres, avec la vaccination des enfants qui vient de commencer. Bon, oui, il y a les nouveaux variants, il y a d'autres phénomènes également qui viennent un peu nous impacter. Bref, on en discute avec la directrice de la santé publique en Montérégie, le docteur Julie Lollier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, comment est l'état des lieux en général? Parce qu'il fut un temps où même on comparait les régions les unes aux autres, puis là, il y avait des codes de couleurs et tout ça. Honnêtement, je ne le regarde presque plus, mais est-ce que vous regardez encore les variantes qu'on peut avoir d'une région à l'autre? Quotidiennement, je dirais même plusieurs fois par jour. Ah oui, à ce point-là. Oui, on a accès finalement à un tableau de bord là, qui nous permet de suivre l'évolution des cas heure par heure. Là. Donc, vraiment, moi, plusieurs fois par jour, je suis sur mon tableau de bord. Je peux savoir au fur et à mesure comment ça évolue dans ma région, mais aussi comment ça évolue dans les autres régions, comment on se compare une entre nous et comment on se compare avec les jours précédents. Là. Parce que de mémoire, je pense récemment, on regardait un peu, c'était en Estrie ou d'autres régions où il y avait des petites pointes, des petites montées. Nous, en Montérégie, par rapport à la moyenne du Québec, on se situe comment en ce moment? Bien, je dirais que si on regarde autour de la Montérégie, les taux d'infection sont plus élevés qu'en Montérégie. Donc, que ce soit Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, l'Estrie, c'est tous des taux qui sont plus élevés que ce qu'on vit. Par contre, notre région ne fait pas exception aux autres, c'est-à-dire qu'on observe une augmentation depuis les 2 dernières semaines, là, une progression lente. Donc, même si ce n'est pas autant élevé, ça monte quand même. On s'y attendait un peu. C'était une hausse qui était attendue. Puis, mais c'est sûr que, bon, on n'aime jamais ça. On aurait aimé ça rester bas. Mais ni plus ni moins que ce qu'on voit du côté de Montréal ou de Laval. Bien, en fait, il faut regarder sur une tendance. Je dirais que la tendance par rapport à Montréal ou Laval, elle peut être semblable, mais bon, ça varie d'une semaine à l'autre. Ça varie à l'intérieur d'une même semaine. Mais globalement, c'est pas faux de dire que ça circule un petit peu moins en Montérégie que dans ces régions-là. L'Estrie, notamment, ça circule beaucoup, beaucoup en ce moment. C'est sûr que c'est inquiétant parce qu'on est entre Montréal et l'Estrie. Là. Donc, la situation qu'on observe actuellement, on s'attend à ce que ça augmente. Déjà, on le voit. Là, on est à environ une centaine de cas par jour. On était beaucoup plus bas. On était pas mal plus bas que ça il y a 2-3 semaines. Je sais qu'il est trop tôt probablement pour faire le lien, mais est-ce que déjà on se questionne à savoir si l'arrivée du nouveau variant, dont il semble se confirmer quelques cas au Canada, Québec, Ontario, est-ce qu'il pourrait y avoir une incidence entre la montée des cas depuis une semaine ou deux et l'arrivée de ce nouveau variant qui pourrait jouer un rôle? Bien, nonobstant le nouveau variant, on s'attendait à une augmentation. On s'y attendait parce que il y a une saisonnalité, parce qu'il fait plus froid, les gens sont plus à l'intérieur. Donc, on s'attend à ce qu'à la fin de l'automne, ça augmente. On avait vu une augmentation à peu près à la même date l'année passée. Donc, variant ou pas, on s'y attend. Maintenant, bon, les nouveaux variants préoccupants, c'est sûr que ça nous inquiète, c'est-à-dire que ce variant-là présente certaines caractéristiques qui peuvent laisser croire qu'il est plus transmissible. On ne connaît pas encore à quel point il est plus dangereux au niveau de la mortalité, des complications, etc. Ça, on ne le sait pas. On pense qu'il est plus transmissible. Donc, c'est sûr que devant des variants comme ça qu'on dit préoccupants, on adopte une certaine précaution, notamment les frontières là, qui ont été fermées, les quarantaines qui sont réinstaurées. On met ces mesures de précaution-là jusqu'à temps qu'on comprenne mieux ce variant-là, qu'on comprenne son impact sur la sévérité, qu'on voit aussi est-ce qu'il est présent ici? Là? On ne le sait pas. Puis en ce moment, il y a des analyses qui se mènent pour savoir est-ce qu'il est présent au Québec plus que, plus que ce qu'on sait finalement. Là. Bon, on regardait à pareille date l'an passé au Québec, il y avait un peu plus de 900 hospitalisations. Là, on est un petit peu plus en haut de 200. En Montérégie, est-ce qu'on s'en tire d'affaire là aussi? On est un peu dans la moyenne par rapport aux hospitalisations?
Ça va assez bien au niveau des hospitalisations. C'est sûr que là, comme je le dis, en Montérégie, ça monte depuis 2 semaines environ. Puis souvent, il y a un certain délai avant que les hospitalisations montent. Mais c'est sûr qu'on est dans une situation différente de l'année passée parce que nos cas sont beaucoup plus jeunes. Donc, les cas actuellement, notre population les plus touchée, c'est les 0,9. Donc, c'est les gens qui sont non vaccinés et on sait les enfants ont moins de complications. Ça fait que, mettons, à nombre de cas égal, entre cette année et l'année passée, la situation des hospitalisations est bien différente parce que c'est ça, c'est moins des personnes à risque de complications. Mais de ce que je comprends, dans le fond, à chaque jour, quand on nous annonce les nouveaux cas, donc majoritairement, c'est le groupe des 0-9 ans qui figure, dans le fond, dans les nouveaux cas quotidiens? C'est beaucoup des non-vaccinés, des nouveaux cas, mais malheureusement, dans les 2 dernières semaines, on voit une augmentation dans tous les groupes d'âge. Okay. Donc, les 0,9 demeurent les plus touchés par 100 000 personnes, là, parce qu'on regarde des taux, pas des nombres. Les 0,9 demeurent les plus touchés, mais malheureusement, cette hausse-là, elle n'épargne personne. Bon. Là, on arrive évidemment au sujet de la vaccination des enfants qui vient à peine de commencer. Comment ça se déroule en Montérégie? Est-ce qu'on est quand même assez satisfait? Est-ce qu'on voudrait que ça aille plus rapidement? Est-ce qu'on a la capacité d'aller plus rapidement? Je pense que ça se passe très, très bien. On a vu que pour la vaccination des 12+, la Montérégie s'est bien, bien démarquée. Là. Ça a très bien été la campagne de vaccination et la réponse de la population. Je n'ai pas de nombre de rendez-vous à vous donner aujourd'hui, mais les équipes de vaccination nous ont dit que ça allait très, très bien. Il y a le tandem là, des rendez-vous disponibles dans les centres de vaccination, mais il y a aussi la vaccination dans les écoles. La planification va bon train, ça s'est amorcé. Donc, à ce que j'entends, la planification va très bien. On espère que la population va être au rendez-vous. On le souhaite ardemment. C'est sûr qu'on répète que le vaccin est sécuritaire. Ça demeure actuellement le meilleur moyen de se protéger, même pour les enfants, contre la COVID longue. Donc, on encourage tout le monde à prendre rendez-vous. Bon, ça, c'est l'autre question. Puis là, il y a comme un devoir de convaincre un peu les gens parce que prendre une décision pour soi-même, c'est une chose. Moi, j'accepte, moi, je suis adulte, j'accepte ou non de me faire vacciner. Maintenant, est-ce que j'accepte que mes enfants, donc je prends une décision pour eux, de se dire, ouais, mais en même temps, on le voit, les enfants qui attrapent la COVID ont peu ou pas de symptômes, peu ou pas de complications. Donc, pourquoi je leur ferais courir un risque de les faire vacciner? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui peut-être se sont fait vacciner eux-mêmes, mais qui ont un doute de faire vacciner leurs enfants? Bien, je comprends ces préoccupations-là, puis c'est important d'avoir les bonnes réponses. Quand vous dites peu ou pas, je dirais peu. C'est vrai qu'il y a peu de complications, mais des complications chez des enfants, il y en a. Il y en a chez des tout-petits. Il y a eu des hospitalisations. Il y a eu des syndromes inflammatoires. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins que chez les personnes âgées, mais c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Les impacts de la COVID longue, notamment la fatigue, tout ça qui commence à être de mieux en mieux décrit, il y en a aussi chez les enfants. Et jusqu'à maintenant, le vaccin, quand un vaccin finit par être homologué et être offert, il est passé par toute une panoplie de tests. Puis, s'il est recommandé par les experts, c'est que les experts le jugent sécuritaire. On n'a pas de recul, c'est vrai, au Canada, mais on commence à avoir beaucoup de recul, notamment aux États-Unis. Là. Un énorme nombre de doses qui a déjà été donné, pas de complications sévères chez les enfants. Donc, je pense que c'est rassurant, même quand on regarde juste... Puis c'est sûr qu'il y a des bénéfices sur la circulation en général du virus, là, si les 5-11 sont vaccinés, mais même au niveau individuel, comme parents, le risque de la COVID longue qu'on connaît moins versus le risque du vaccin, le vaccin demeure le meilleur choix. Récemment, on le voyait dans l'actualité, cette dame qui était passée à Tout le monde en parle, dont l'enfant d'âge primaire a eu de sévères complications. Comme on disait tantôt, il y en a moins, mais il peut y en avoir quand même. Donc, il peut y avoir des enfants qui, comme dans le cas qui nous occupe, a été hospitalisé quand même assez longuement, là. Exactement. Il faut faire attention de dire qu'il n'y a pas de complications. Il y en a des complications. La COVID n'est pas nécessairement anodine et le vaccin est sécuritaire. Là, évidemment, il y a des gens qui vont commencer à voyager, vont aller vers le sud. Puis là, évidemment, il y a toutes
sorte de mesures de contrôle pour les voyageurs, nonobstant le variant là, qui émane un peu de l'Afrique du Sud. Mais quelles sont les recommandations que vous donnez aux gens en ce moment qui vont probablement voyager? Et dans certains cas, il y en a qui font justement vacciner leurs enfants dans l'espoir de pouvoir les amener avec eux dans le Sud, si ce n'est pas là, de le faire prochainement à la semaine de relâche au mois de mars. Donc, quelle est la recommandation que vous donnez à ces gens-là? Bien, je pense que c'est un mauvais moment aujourd'hui, actuellement le 30 décembre, pour parler de voyage avec toute l'instabilité autour du variant, justement du fameux Omicron, puis les restrictions, la liste de pays qui grossit. Donc, c'est un mauvais moment, je vous dirais, à cause de ce variant-là. De manière générale, les recommandations demeurent les mêmes un peu partout. Les mesures de protection individuelle, que ce soit le port du masque, l'hygiène des mains, les rassemblements, le fait de se tenir à 2 mètres quand on n'a pas le masque, peu importe le pays où on se trouve, ce sont les mêmes recommandations. Donc, si je fais abstraction de Omicron, quand on revient, si on n'est pas soumis à une quarantaine parce qu'on est protégé, les recommandations demeurent les mêmes. Bon, il y a des tests de dépistage avant l'arrivée. Quand on revient, il faut surveiller s'il y a des symptômes. Les gens, ils deviennent habitués à vivre avec la COVID. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a beaucoup qui ressentent des symptômes ou qui sont des contacts puis qui ne vont pas se faire tester. En ce moment, si on a des symptômes, qu'on revienne de voyage ou pas, il faut se faire tester rapidement. Les tests sont accessibles en Montérégie, ça va bien. Donc, ce que je dirais, c'est peu importe où on se trouve, les mêmes recommandations prévalent et sont efficaces. Là. Docteur Julie Lollier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey et de football. Absolument, hockey adapté avec Karel Brassard et en deuxième partie, les Huskies, Marc Rémillard et Pat Chénard avec nous. Hey, des champions en studio. Ouais. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. En voulez-vous des projets? Lui, il en a plein la tête, on dirait, ça n'arrête jamais, ça bouillonne. C'est l'homme d'affaires promoteur Guy Sanson. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. On est toujours dans le carré senior. Oui. Que vous connaissez bien depuis quelques Carré années. court, carré senior. Bien. Le carré senior ou les cours seniors. Bref, là, vous êtes en train de compléter votre projet Évol. Oui. On est dans la phase 1 qui est pas mal complète. Elle est complète dans le sens qu'on a livré les premiers logis en date du 1er juillet. Et présentement, les gens rentrent, il y a encore des gens qui déménagent. Puis on parle de partir de notre phase 2 dans les prochaines semaines. Bon, pour situer les gens, il y a ce qu'on appelle les cours ou le carré senior. Il y a la clinique Midi-Soleil et le gros bâtiment qui est là. Qui est les cours seniors, c'est ça. Il y a bien sûr le bâtiment des résidences Maurice, là, qui est de 10-12 étages ou à peu près. Là. 8 étages. 8 étages. Excusez. 8? Ils ont 5 et 6 étages. OK, ça a l'air plus gros que je pensais. Non, mais là, après ça, il y a vos bâtiments à vous, le long du chemin de fer, si on veut, Évol 1, et éventuellement la phase 2. Qui va être construite derrière, dans le fond, derrière le groupe Maurice. Qui est un miroir de la phase 1? C'est un miroir, mais elle est plus grande. Ça veut dire qu'on avait 149 appartements dans la phase 1 et on va construire 187 unités. Donc, ça veut dire que c'est un miroir pour le 149 logements et on a une trame supplémentaire et on a un passage qui lie les garages au sous-sol
et un passage qui fait que les deux bâtiments vont être à peu près 140 pieds de long. Avez-vous déjà des demandes de location pour la phase 2 qui n'est pas construite? Non. Présentement, on est... parce qu'on parle de 2022-2023, là, donc on n'est pas là, mais disons qu'à partir du mois de... Je vous dirais qu'à partir du mois de je vous dirais avril-mai, tout le marketing, la mise en marche va se faire de la phase 2. C'est encore M. Claude Paré qui s'occupe de notre location. Souhaitez-vous quand même avoir un minimum de contrat de location avant de commencer les travaux, si vous êtes obligé. confiant que ça va se louer de toute façon? Non, c'est pas question de confiance. Monétairement parlant, nos prêts de banque sont déjà sortis. On n'a pas besoin d'avoir de... Bon. Mais là, pas très loin, je reviens à ça, les résidences Maurice, phase 1, phase 2 de Évol, le gros bâtiment dans lequel il y a la clinique, entre autres. Oui. Au bout de ça, oui. Il y a encore un espace. Oui, il y a un terrain que j'avais gardé d'environ... le terrain est environ 65 000 pieds, mais j'avais si vous voulez, entre la traque de chemin de fer et la voie ferrée et ces deux terrains-là, il y avait comme un espace d'environ une quarantaine de pieds à cinquantaine de pieds. Maintenant, ça, je vais enlever toute la terre au complet et ça va devenir un projet sur 75 000 pieds. En gros, là, ça, c'est le terrain qui est comme en arrière du commerce de pièces d'auto. Pièces d'auto et de l'Andérosport. De l'Andérosport, pour situer les gens. Parce que là, vous avez gagné un appel d'offres avec le gouvernement pour un bâtiment qui va servir à des soins de santé. Oui. Dans le fond, c'est le CIUS de la Montérégie Centre qui ont fait une appel d'offres pour deux projets. Un projet, dans le fond, d'entrepôt et de magasin qui appelait pour ça. Et l'autre était pour ce qu'on appelle les services à domicile. Donc, ça veut dire que c'est un bâtiment d'environ, c'est pas loin de 40 000 pieds de locatif, mais comme ça, avec les passages et tout, donc le bâtiment va avoir 47 500 pieds carrés, plus 52 garages souterrains, parce qu'il demandait 150 cases de stationnement, donc on en avait à l'extérieur, mais j'ai décidé d'en faire souterrain en plus. Donc, une cinquantaine de cases 52 cases, exactement, oui. Bon. Et ça, ce bâtiment-là, ou l'entente que vous avez avec le ministère de la Santé, c'est quoi? Vous êtes propriétaire, ils sont en location? Oui, dans le fond, c'est un bail. C'est un bail dans lequel c'est un bail de 15 ans qui est avec le ministère. Et ce bail-là, bien, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend ce qu'on appelle le base building, c'est le loyer de base pour le base building. Et après ça, on a toutes les améliorations locatives. Donc, ça veut dire que je dois leur livrer vraiment un bâtiment clé en main avec toutes les... on ne parle pas de meubles, mais on parle de toutes les améliorations locatives faites au complet. Parce que les gens qui travaillent peut-être dans le réseau de la santé vont le savoir probablement mieux que moi, mais je sais que ces gens-là sont pas mal à l'étroit en ce moment. Ceux qui sont logés sur le boulevard du Séminaire, au CLSC. Je pense qu'il y en avait qui étaient au CLSC, c'est ça? Il y en a qui étaient au CLSC, il y en a qui étaient sur la rue Normand, où il y a le Vieux-du-Lude. Bref, je sais que tout le monde est un peu serré, malgré le phénomène du télétravail, ceci dit. Donc, il y avait un besoin qui sera comblé par ce bâtiment-là. Donc, vous allez commencer la construction à quel moment? On a déjà commencé à niveler le terrain et tout, parce que vous comprendrez que livrer ça pour le 1er novembre, dans le fond, on leur livre le 1er novembre, puis ils vont ouvrir au public le 1er décembre 2022. Donc, ça veut dire qu'on a déjà commencé, les plans sont déjà faits, alors on est en train de finaliser ça, puis on devrait commencer l'excavation dans le mois de décembre et définitivement au mois de janvier, parce que je vais être obligé d'aller avec une bâtisse avec tout en ciment comme Évol. Parce que les structures d'acier, présentement, comme vous savez, c'est des 10 mois de livraison. Ouais. Et le prix quasiment égal au ciment. Donc, je vais avoir une qualité meilleure en allant en ciment comme tel. Comment vous vivez ça, vous, comme promoteur, la pénurie de main-d'œuvre et la pénurie de matériaux? Bien, c'est que le problème, c'est pas juste moi qui l'ai, c'est le problème qui est général depuis environ 4 à 5 mois. Le problème qu'on a, c'est pas juste la pénurie de matériel ni de personnel, c'est qu'à un moment donné, c'est la première fois, je pense, que j'ai des gens avec qui je travaille qui nous ont dit que c'est la première fois que ça arrive, qu'ils ne sont pas capables de savoir qu'est-ce qui va se produire dans les coûts. Pour vous donner un exemple, il y a une bâtisse à Montréal, je pense, une affaire de 250 condos. Il était vendu à 85 %. Puis j'ai oublié de dire qu'ils vont être obligés de rembourser des gens parce que la banque ne prête plus, parce que les coûts, au prix qu'ils ont vendu, il y a une très, très, très grosse hausse de coûts. Donc, c'est pour ça que nous autres, la chance qu'on a, en grande partie, je vous dirais au-dessus de 85 % des gens avec qui on a fait affaire dans la première phase, on sait à peu près où on s'en va, comprenez-vous, donc de ce côté-là. Puis, disons, économiquement parlant, financièrement parlant, je suis bien entouré, donc nous, le projet, puis en plus, on est dans une deuxième phase. On n'est pas quelque chose qu'on part, là. C'est déjà, on est rendu à la deuxième phase comme telle. Mais là, dans le fond, avec la phase 1, phase 2 du Évol, de ce bâtiment-là, est-ce qu'il va porter un nom?
Lequel vous parlez? Celui des services pour, non, pour les soins de santé? Il appartient à un groupe Guy Sanson Incorporé. Je suis seul dans ce projet-là, mais c'est tout. Il n'y aura pas de... Mais là, dans le fond, il n'y aura plus de terrain à développer dans les... Bien là, il reste un projet que j'ai déjà eu mon PIA et tout, qui est en face de la phase 1, qui est entre, finalement, le groupe Maurice et le complexe médical. Ça, on construit un projet qui s'appelle Place de la cabinetterie. Place de la cabinetterie, c'est environ 96 cases de stationnement souterraines. C'est comme un podium, puis par-dessus le podium, on construit 4 immeubles de 16 logements. Alors ça, ça va être mis en construction. Toujours du locatif? Là, ça, c'est condo. Ça va être du condo. Condo donc, vendu. Oui, donc combien d'unités au total? 64 unités. 64 condos. Donc, il va y avoir 16 3,5, disons 32 4,5 et 16 5,5. Il y a de la demande pour ça? Mais écoutez, à Saint-Jean, comme vous savez, ça n'a jamais été un marché beaucoup de condos. Mais si vous parlez aux courtiers d'immeubles, présentement, demandez-leur quel genre d'inventaire qu'ils ont. Ils n'en ont pas. Deuxièmement, nous autres, on avait des gens qui ça fait quand même 4 ans, 5 ans qu'on travaille le projet. Il y a des gens qui sont dans leur maison. Aller à logement ou aller dans une résidence de personnes âgées, ils pouvaient aller dans un projet comme Évol, mais il y en a que, malheureusement, ils ont été élevés comme propriétaires, puis ils veulent être propriétaires. Donc, il y a des gens... ça va chercher un peu la même clientèle qu'on avait, disons, de 50 ans et plus, mais il y a des gens qui veulent être propriétaires. Et ces condos-là auront quelle superficie? Ça part à peu près de 900 pieds carrés à peu près jusqu'à 1400 pieds. OK. Et ceci livrable vers quand? Bon, regardez, là, le problème qu'il y a quand on fait des condominiums par rapport à d'autres projets, c'est qu'il faut arriver normalement avec un pourcentage de condos vendus. Alors là, présentement, c'est qu'on est en train d'atteindre ce montant-là. Mais j'ai trouvé une façon de régler ce problème-là. Donc, automatiquement, on va partir le projet. Là. Dans ma tête à moi, j'aimerais que livrer le premier immeuble le 1er juillet. De cette année? De cette 2022, oui. Oh là là, c'est rapide. Oui, mais c'est que moi, je vais aller... vous vous souvenez, quand j'avais fait le projet du Faubourg Saint-Edmond, je l'avais fait préfab. Alors, en faisant préfab, 24 heures à 48 heures, l'immeuble est monté. Alors, je vais sûrement faire affaire avec des gens encore qui avaient fait mon projet dans le temps. Alors, dans le fond, c'est de faire le podium de ciment qui va prendre environ 2 à 3 mois. Puis après ça, bien, je calcule que 3 mois, j'en ai assez pour les lever. Mais on va y aller par étapes, dans le sens, je vais en livrer un pour le 1er juillet. Après ça, je vais août, septembre, octobre, novembre. Dans le fond, j'aimerais que mon projet soit terminé le 31 octobre. Bon. Finalement, tout ce secteur-là de la ville, de l'ancienne cour Seigneur, va s'être transformé de façon assez incroyable. Quand on regarde ça avec le recul... Bien, je vais vous dire, si vous m'aviez... Moi, j'ai commencé la première réunion que j'ai faite avec la ville, avec Luc Ouimet et mon épouse, Diane Dossière. J'avais fait une rencontre avec la ville devant un comité spécial qui avait été formé par le maire de Lebec, avec M. Caron, avec M. Baillargeon, puis Georges Coulombe, dans le but, justement, de revitaliser ça. Ça s'était passé le 1er avril 2005. 2005? Oui. Puis après ça, bien, comme vous savez, après 2005, il avait fait une entente avec Milliard. Ils ont fait 3 élections sur la démolition. Puis après ça, nous, on est arrivés avec le groupe Maurice en 2009. Puis on a livré dans le fond, on a livré le complexe médical le 1er janvier 2010. Puis le groupe Maurice a livré, je pense, à l'automne 2010 ou début 2011, quelque chose dans le genre. Incroyable. Puis moi, bien, j'ai été retardé environ 3 ans pour les problèmes qu'on a eus, qu'on sait tous. Ouais. Alors ça a parti. Puis là, bien, là, comme je vous dis... mais de l'autre côté... Ça vient boucler la boucle. Bien, c'est pas que boucler la boucle. Qu'est-ce que je suis content, c'est d'avoir... pris toutes ces années-là, parce que je serais passé à côté de certaines affaires qui ne seraient pas arrivées, mais là, ils sont arrivés. Mais que je veux vous dire, c'est que dans le temps, vous vous souvenez, on parlait de peut-être, il y avait la colonne avec le tape à côté pour dire, à un moment donné, ça va monter à 100 millions, puis essayer que ça monte à 100 millions. Là, je peux vous dire qu'on est minimum à 220 millions, puis dans ma tête à moi, je m'en vais plus vers le 300 millions d'investissement. En terminant, on sait que vos bureaux administratifs ne sont pas très loin d'ici, dans l'ancienne église. J'ai été nommé révérend. Hein? Non, Avez-vous commencé à jouer de l'orgue à tuyau? Non, l'orgue, je vais la faire arranger, mais j'ai mon confessionnal. Il y a des gens qui ont besoin. Peut-être beaucoup de péchés à aller voir, je ne sais pas. Mais là, il y a un élément manquant à ce projet-là. C'est le fameux clocher. Comme je vous avais dit... Le clocher qui est entreposé en arrière. Il est en arrière, puis il manque le poche qui va aller en avant. Mais comme je vous ai dit, j'ai peut-être une tête
on ne dirait pas le mot cochon, mais en tout cas... C'est un peu entêté, c'est voilà. que c'est pas une question d'entêter, c'est une question que je trouve ridicule, que le gouvernement de la CAQ a voté 30 millions et 22 millions, puis que Saint-Jean est passé à côté. Puis ça, que c'est finalement, des subventions, là, pour... des subventions qu'ils ont eues. J'étais on-time quand on a fait le projet. J'avais pas fini mes travaux. J'ai fait mon mémoire. Ça s'est présenté. Et là, il s'est passé quoi avec ça? Bien, ça s'est présenté que, supposément que M. Castonguay ne comprenait pas trop le système. Il avait été là en juillet de l'année d'après. Mais après la fin de tout ça, je peux vous dire que, dans le fond, si vous vous souvenez, le 28 février de l'année passée, on était avec... c'est ça l'année passée ou l'autre année? On était avec on avait trouvé du C+ sur le terrain et le conseil de ville, c'était bien effrayant. Ils avaient manqué leur coup de me céder le terrain pour $1. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a tombé en même temps qu'ils ont voté une résolution au conseil de ville disant qu'ils voulaient avoir un montant d'argent en présentant des projets pour le volet municipal et le volet privé. Puis finalement, ils ont présenté absolument rien pour le volet privé. Okay. Et à ce moment-là, quand ça a sorti au mois de juillet-août, je suis retourné, puis là, ils m'ont dit, bien là, il était trop tard. Ils m'ont dit, c'est bien de valeur, vous avez déjà construit. Bien, je m'excuse, c'est pas terminé. Ouais. Puis deuxièmement, il n'y a pas de raison. Alors là, finalement, il n'y avait plus d'argent à Québec. Et à un moment donné, ils ont eu un 500 000 pareil qui est rentré à l'hôtel de ville. Que je m'étais fait téléphoner, qui était rentré. Mais finalement, quand on regarde ça, ils ont eu de l'argent pour des projets, en parlant d'un exemple du presbytère. Ouais. Puis tu sais, qu'est-ce qui est choquant de ça, c'est que je disais le journal encore la semaine passée, ou il y a 2 semaines, il parlait de la gare. Il parlait de 3,5 millions de dollars. Puis tu sais, je regarde Trinity Church, là, comme j'ai dit à du monde, Trinity Church, là, j'ai dit à M. Bastien, parce que c'est lui qui a pris la place au niveau des loisirs pour ce projet de subvention-là. Puis il me dit, oui, mais tu as fait une rénovation, il aurait fallu que tu fasses une restauration. Je m'excuse, là, mais Trinity Church, c'est une rénovation. C'est le clocher, est-ce qu'il va être réinstallé? Il va être installé seulement s'il y a des subventions qui rentrent. Okay, donc, ça n'a pas bougé là-dessus. Bien, ça n'a pas bougé. On sait bien pourquoi. Là. Alors, là, je pense mais là, vous avez parlé à la nouvelle mairesse? J'ai parlé à la nouvelle mairesse et M. Dubois, que vous avez interrogé tantôt, et définitivement qu'on a une rencontre pour... Définitivement que le vœu de la mairesse... C'est encore dans l'air. Non, le vœu de la mairesse, c'est qu'elle m'a dit clairement qu'elle voulait que ça remonte en haut. Et je pense qu'avec le conseil de ville qu'on a là, je pense qu'on a des beaux... des bons moments à vivre et je pense que ça va être très intéressant les prochains 4 ans. Bon, Guy Sanson, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après le mot de la fin. Le programme Nouveaux Horizons, c'est un programme qui, entre autres, verse des subventions sur des initiatives en bénévolat ou autres destinées aux personnes aînées. Et d'ailleurs, la députée fédérale en fait la promotion. Et si vous désirez vous inscrire ou savoir un peu comment ça fonctionne, bien, on vous invite tout simplement à rentrer en contact avec le bureau de Christine Normandin. À demain. Bye-bye.